comme ici à la valeur de est. Donc, on accorde au pluriel. En revanche, si le deuxième nom est mis en opposition, l'accord se fait avec le premier nom. La panthère, virgule, comme le lion, est puissante. Dès qu'il y a une apposition, ça veut dire que ça introduit une autre notion, c'est-à-dire le caractère déplaçable de certains mots. Ça veut dire ici, je pouvais dire la panthère est puissante, virgule, comme le lion. Quand l'adjectif se rapporte à un nom suivi d'un complément, c'est le sens qui détermine l'accord. Donc, l'adjectif est suivi d'un complément. Le sens détermine l'accord. 3 cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, l'adjectif se rapporte au nom. Par exemple, des fautes d'orthographe faciles à éviter. Ici, ce sont les fautes qui sont faciles à éviter. Ça veut dire que l'adjectif se rapporte au nom. Facile se rapporte à faute. Dans ce cas précis, on accorde avec ce nom-là. Deuxième cas de figure, l'adjectif se rapporte au complément. Quand je dis un groupe de fourmis noires, on sait qu'ici, l'adjectif noir ne peut pas se rapporter au groupe qui est abstrait. Le groupe est abstrait, fourmi est concret. Donc, ici, noir se rapporte à fourmi. Au complément, dans ce cas, on accorde avec fourmi. Troisième cas de figure, l'adjectif se rapporte indifféremment. On dit bien indifféremment au nom ou au complément. Dans ce cas précis, vous pouvez accorder indifféremment. Comme l'adjectif se rapporte indifféremment à l'un ou à l'autre, vous également, vous avez la latitude d'accorder, il vous est loisible d'accorder indifféremment à l'un ou à l'autre. Par exemple, l'exemple qu'on a sont des porte-monnaies de cuir brun. Le mot brun, la couleur brune, peut se rapporter à porte-monnaie, au porte-monnaie, comme elle peut se rapporter à cuir. Donc, indifféremment, la couleur brune peut se rapporter à porte-monnaie, comme elle peut se rapporter à cuir. Donc, vous avez la possibilité de l'accorder à porte-monnaie, auquel cas vous mettrez S à brun. Comme vous avez la possibilité de l'accorder à cuir, auquel cas vous écrirez brun uniquement au singulier. Donc, la difficulté réside, n'est-ce pas, dans le fait d'identifier à quel mot se rapporte l'adjectif. Si ça rapporte au nom, on accorde. Des fautes d'orthographe faciles à éviter. Si ça rapporte au complément, on accorde au complément. Si indifféremment, ça peut s'accorder à l'un ou à l'autre, vous pouvez indifféremment également l'accorder à l'un ou à l'autre. Avec un nom dit collectif, les noms collectifs posent problème. Avant-hier même, on m'a posé une question relative à l'accord des verbes précédés d'un nom collectif. Par exemple, les noms collectifs sont une bande de, une foule de, un groupe de, une infinité de, une masse de, une multitude de, etc. S'ils sont suivis d'un complément, l'accord se fait comme suit. Premièrement, en présence d'un déterminant défini. Un déterminant défini, c'est un article, comme le ou la. Ou d'un démonstratif, ce, cette, ou cette. Ou d'un possessif, mon ton. Dans ce cas précis, il y a une précision. La précision est nette quand nous avons un déterminant défini, un adjectif démonstratif ou un adjectif possessif. L'insistance porte généralement sur la globalité. Dans ce cas précis, l'adjectif se conjugue au singulier. On va dire ici, la foule des émeutiers envahit les rues. La foule des émeutiers envahit les rues. On a un nom collectif qui est foule de, précédé d'un déterminant défini, qui est l'article là. Dans ce cas, la règle dit que vous devez mettre le verbe au singulier. Vous devez également dire la multitude de grévistes est satisfaite parce que vous avez multitude de, qui est un nom collectif, précédé d'un déterminant défini, qui est là, donc le verbe se met au singulier. Quand le nom collectif est précédé d'un déterminant indéfini, qui peut être un, une, l'accord de l'adjectif peut se faire aussi bien au singulier qu'au pluriel. Là, vous avez le choix. Quand bien même ce dernier serait beaucoup plus fréquent, quand bien même l'accord au pluriel serait beaucoup plus fréquent. Je crois même que l'Académie française, je dois vérifier, hein, je le dis avec beaucoup de circonspection, beaucoup de précaution, je dois vérifier que l'Académie française précise que dans ce cas précis, on emploie au pluriel.
Je rappelle aussi qu'en français, quand vous employez la locution quand bien même, le verbe doit être mis au conditionnel. Quand bien même ce dernier serait beaucoup plus fréquent. Quand bien même il pleuvrait, je viendrai. Je serai là ou bien je ferai mon devoir quand bien même toutes les conditions ne seraient pas réunies. La locution quand bien même induit l'emploi du conditionnel. Donc, ici, je dois dire une foule d'émeutiers envahit les rues. Comme je peux dire une multitude de grévistes étaient satisfaits. Je pouvais bien dire une multitude d'émeutiers envahissent les rues. Donc, la difficulté finalement porte sur quoi? La difficulté porte sur l'emploi des noms collectifs précédés d'un déterminant défini. S'il est précédé d'un déterminant défini, qu'il s'agit d'un article, d'un adjectif démonstratif ou d'un adjectif possessif, vous avez l'obligation de mettre le verbe au singulier, de conjuguer le verbe au singulier. Mais si le nom collectif est précédé d'un déterminant indéfini, là, vous avez le choix, vous avez la possibilité d'accorder soit au singulier, soit au pluriel. Donc, ce n'est pas très difficile. Hein? Après un titre féminin comme Altesse, Éminence, Excellence, Majesté, l'adjectif se met au féminin, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, d'un homme ou d'une femme. Par exemple, on va dire son éminence est prête à vous recevoir. Son éminence est prête à vous recevoir. Que cette éminence désigne un homme ou une femme, on accorde au masculin. Maintenant, si vous dites son éminence est prête à vous recevoir, on va rentrer dans le cas de la syllaxe dont on parlait tout à l'heure, syllaxe de genre. Mais vous devez le faire en connaissance de cause. Vous devez le faire fondé sur la maîtrise de la règle de la syllaxe. Mais si vous le faites en méconnaissance de la règle, on va dire que c'est une faute, tout simplement. En revanche, si le titre est suivi d'un nom en apposition, l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple, on va dire Sa Majesté le roi. On a complété Sa Majesté en mettant bien le roi. On va dire est prêt à vous recevoir. Comme Sa Majesté la reine, ici il n'y a pas de problème, est prête à vous recevoir. Avec un nom au pluriel accompagné de plusieurs adjectifs, c'est le sens qui détermine l'accord de l'adjectif. Par exemple, quand je dis les littératures sénégalaises et françaises, je n'ai mis de S ni à sénégalaise ni à française parce que on considère qu'il y a deux littératures, une seule littérature sénégalaise et une seule littérature française. Donc, on met uniquement littérature au pluriel pour marquer les deux littératures en genre et en nombre au nom auquel ils se rapportent. Des étoffes vertes, pas de problème. Deuxième cas de figure, les noms employés comme adjectifs. Il y a des noms qui sont employés comme des adjectifs. Ces noms-là restent invariables. Quand je dis des yeux marrons, marron n'est pas un adjectif. Marron, il est employé comme un adjectif. Un marron, si vous voulez, c'est un fruit. C'est le fruit d'un arbre qu'on appelle le marronnier. Et en général, les fruits de cet arbre-là sont grillés et vendus. Il y a une écorce, n'est-ce pas? On grille le fruit, on casse l'écorce et on enlève le fruit chaud qu'on mange. Et c'est souvent en hiver. Hein? Le marron, ce n'est pas une couleur, c'est un fruit. Et c'est la couleur de la fruit, excusez-moi, c'est la couleur du fruit qu'on a prise pour... c'est le fruit qu'on a pris pour la couleur que ce fruit représente, que ce fruit dégage. Je vais vous montrer le marronnier. Vous allez voir, quand on ouvre le dictionnaire de l'Académie française, ce qu'on va avoir.
Il y a marin et marine. Il n'y a pas de problème. Ici, marin, quand il est adjectif, c'est quelque chose qui est lié à la mer, qui appartient à la mer, qui vit dans la mer. Vous voyez bien, le sel marin, c'est le sel qui provient de la mer. Courants marins sont les courants dégagés par la mer. Vent marin, air marin, etc. Mais quand j'emploie marine, la marine, on va en voir le sens. Vous allez voir vous-même. Marine, bord de la mer ou rivage, se promener sur la marine, etc. Ce qui concerne la navigation sur mer et l'art de naviguer, instruments de marine, des jumelles de marine, etc. Mais ici, ensemble des navires ayant une mission, une activité commune, un caractère commun, etc., etc. Mais regardez bien ici. Marine de plaisance, marine à vapeur, marine à voile. Mais ici, là où on a mis en apposition, on a dit couleur bleu marine, couleur d'un bleu foncé, comparable à celui des uniformes que portent les marins français. Donc, c'est là que vient la couleur marine. Couleur, quand on dit couleur bleu marine, on parle de la couleur d'un bleu foncé, comparable à celui des uniformes que portent les marins français. Et le type, non, on va dire des chandails bleu marine, ou bien carrément un tissu marine. Si marine était un véritable adjectif, si on l'emploie avec tissu, on devrait dire un tissu marin. Mais marin, dans ce cas précis, marin, c'est un adjectif qui se rapporte à la mer. Ce serait un non-sens. Donc, quand on dit un tissu marine, on parle de la couleur de cet uniforme. L'uniforme que je vous ai montré tout à l'heure. La couleur de cet uniforme. C'est ce bleu-là qu'on a utilisé pour la couleur appelée marine. Donc, ici, marine n'est pas une véritable couleur. Comme marine n'est pas une véritable couleur, il reste invariable. Certains noms, en revanche, sont considérés comme de véritables adjectifs et prennent donc la marque du pluriel. Écarlate, c'est un adjectif, c'est une couleur, un adjectif. Incarnat, un véritable adjectif. Pourpre, si on avait du temps, on pourrait chercher le sens de ces adjectifs. Pourpre, vous vous souvenez un peu de pourpre. Rose, il y a bien la fleur rose, la rose, mais on considère que rose peut être un adjectif. Et un adjectif, il représente bien la couleur rose, et dans ce cas précis, il s'accorde en genre et en nombre. Mais marron n'est pas un adjectif, marine n'est pas un adjectif. Ils sont pris pour des adjectifs ici. Ils restent invariables. C'est la même chose que orange. Quand je dis des robes orange, orange n'est pas un adjectif, c'est le nom d'un fruit. C'est le nom d'un fruit. C'est la couleur de ce fruit qui est pris pour un adjectif. Donc, il reste invariable. Des robes orange, orange reste invariable. Les adjectifs composés ou apportant une idée de nuance sont également invariables. Par exemple, quand je dis des cravates bleu clair, bleu reste invariable, clair reste invariable. Ici, l'explication est simple pourtant. Vous ajoutez deux couleurs dont l'un n'est pas une véritable couleur. Par exemple, des cravates bleues. Si on avait dit uniquement des cravates bleues, bleu s'accorderait avec cravate. On écrirait ES à bleu. Mais on a ajouté clair. Clair n'est pas une couleur. Clair n'est pas une couleur. C'est un état. Quand je dis la chambre est claire, quelle est la couleur de la clarté? On ne sait pas. La clarté n'est pas une couleur. Clair n'est pas une couleur. Donc, si vous employez un adjectif de couleur, en la nuançant par un autre adjectif, les deux restent invariables. Des cravates bleu clair. Tout reste invariable. Le trait d'union est obligatoire, en revanche, entre deux véritables adjectifs de couleur. Mais il reste toujours invariable. L'idée de nuance fait que toujours les deux adjectifs restent invariables. Mais la différence, c'est que quand vous avez deux véritables couleurs, deux véritables adjectifs de couleur, il est obligatoire de mettre un trait d'union entre ces deux adjectifs de couleur.
par exemple, des pullovers jaune-orangé. Je n'ai pas dit orange, j'ai dit orangé. Orangé, c'est une véritable couleur. C'est orange qui n'est pas une couleur. Donc, vous voyez la difficulté. Quand il y a idée de nuance, c'est clair qu'il n'y a pas accord, quel que soit le cas. Mais si on a jumelé, si on a combiné deux adjectifs de couleur, il est obligatoire de mettre un trait d'union entre ces deux adjectifs. Mais ici, c'est pourquoi on n'a pas mis entre bleu et clair un trait d'union, c'est parce que clair n'est pas une véritable couleur. C'est un état. C'est un état, si vous voulez. C'est un état, c'est comme ça que je peux le dire. Dans une description contenant deux ou plusieurs adjectifs juxtaposés, ces derniers sont invariables quand la chose décrite est constituée de deux ou plusieurs couleurs. Par exemple, quand je dis des Portugais, des drapeaux portugais, vert et rouge, cela veut dire que, quels que soient les drapeaux que vous prenez, s'il s'agit de drapeaux, s'il s'agisse de drapeaux portugais, vous verrez dans chaque drapeau une couleur verte et une couleur rouge. Comme si j'avais dit des drapeaux sénégalais, vert, jaune, rouge. Je ne mettrai pas ni de S à vert, ni de S à jaune, ni de S à rouge. Parce que dans chaque drapeau, vous verrez uniquement la couleur verte, uniquement la couleur jaune, uniquement la couleur rouge. Quand je dis des vaches noires et blancs, cela veut dire que j'ai plusieurs vaches, mais chaque vache comporte à la fois la couleur noire et la couleur blanche. Chaque vache est noire et blanche. Si vous voulez, chaque vache est tachetée de noir et de blanc. Dans ce cas précis, noir et blanc restent invariables. Mais quand je dis des vaches noires et blanches, l'idée que cela impliquerait, ça veut dire qu'il y a à la fois des vaches noires d'un côté et des vaches blanches de l'autre côté. Donc, ça dépend des contextes dans lesquels vous employez, vous faites la combinaison de ces adjectifs et vous accorderez selon le sens que vous voulez véhiculer. Je pense que je vais m'arrêter là pour enregistrer des questions. L'adjectif de couleur. Après, plus tard, on continuera avec le pronom indéfini on et ce qui va suivre. Voilà, chers amis, il est 12h44. Je promettais de m'arrêter à 12h40. Les interventions des uns et des autres, qui ont été tout à fait intéressantes, n'ont pas permis de m'arrêter à 12h40. Mais bon, c'est toujours bon, c'est toujours utile. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous donne la parole pour éventuellement vos questions. Il y a Alun Badara Diagne. Allez-y, Alun Badara. Bonjour. Alun Badara. Oui. L'emploi de par rapport à n'a pas son sens ici. Ah, je vais dire quoi alors? Ah, vous n'avez pas assisté au premier cours? Non. Voilà. C'était un peu plus quoi. Par rapport à ne s'emploie que lorsqu'on introduit une comparaison. Une comparaison. Deux éléments. Ok. Voilà. Okay. On va dire, je vais intervenir sur tel point. Okay. Relativement à tel point. À tel point. Donc, je vais intervenir sur l'intervention de M. Diallo. Oui. Alors, bon, il a tantôt parlé maintenant de race humaine et de race animale. Je crois que, bon, je ne vais pas parler d'amalgame, mais peut-être d'inattention, quoi. Parce que là, on parle de... C'est par rapport... je ne vais pas dire par rapport, hein, c'est peut-être un tic. C'est sur l'intervention l'intervention du professeur. Bon, il serait très prétentieux de ma part de vouloir vous corriger, mais c'est une contribution, une toute petite contribution. Okay. Alors, moi, moi, je suis élève à l'ENA, à la section diplomatie. Alors, pour les documents que l'on écrit au niveau de la diplomatie, il y a des particularités. Ouais. Il y a des particularités. C'est pourquoi la plupart, on croit que c'est des fautes, quoi. Bien, c'est des erreurs gravissimes pour ne pas se répéter. Mais c'est ça. Par exemple, vous avez tantôt parlé de documents qu'on ne signe pas. Alors, s'il s'agit par exemple de certains documents où il faut tirer maintenant sur un document qui a été envoyé, par exemple, par une ambassade, c'est-à-dire par un pays étranger, vous mettez ce document-là tel qu'il est, vous ne changez rien.
Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il y a ce que nous appelons dans la rédaction diplomatique des notes verbales. C'est-à-dire qu'il y a une manière spécifique et c'est universel. Que ça soit les Sénégalais, que ça soit les Allemands, même s'ils écrivent en allemand, que ça soit les Anglais, que ça soit les Israéliens, c'est universel. Donc, on écrit de la même manière. Donc, si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous pensez que c'est des fautes. Alors que c'est comme ça. Ils ont une manière spécifique d'écrire. Ensuite, il y a des documents qui n'ont pas de cachet. Là aussi, ça dépend. Par exemple, quand vous avez un document, comme par exemple d'un pléonasme. Qui nomme les ambassadeurs dans ce cas? Excusez-moi. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Bon, pour ne pas revenir sur ce que dit, sur la contribution fort intéressante de votre collègue Diagne. D'accord, voilà. D'accord. Maintenant, passez rapidement à votre question. Après. À la question, oui. Est-ce que utiliser un pléonasme est une faute? On peut considérer ça comme étant une faute? C'est difficile de le dire. Hein? Parfois, si c'est fait pour dégager un effet de style, ce n'est pas une faute. Ok. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Il faut que le lecteur en soit conscient et qu'il dise et qu'il veuille dégager un sens particulier. Dans ce cas précis, ce n'est pas une faute. C'est un effet de style qu'il veut dégager. Ok. Mais Diane, je suis d'accord. Hein, vous savez, comme j'ai dit, hein, nous, quand on faisait notre formation à l'ENA, il y avait deux parcours. Il y avait le parcours administration et gestion publique. Il y avait le parcours relations internationales. Moi, j'avais fait administration publique. Ce que je dis là, c'est valable, c'est applicable à l'administration publique et non pas aux relations internationales. Et même quand je fais un cours de rédaction administrative, je fais toujours la différence entre la correspondance protocolaire, la correspondance diplomatique. Siriana. Zidou Fall, allez-y. Allez-y, Fall. Fall, vous aviez levé la main, allez-y. Y a-t-il quelqu'un qui va prendre la parole? Quelqu'un d'autre? Mais Diagne, essayez d'avoir ce livre aussi. C'est un livre qui date de 1966, réédité en 1996. Mais il y a une bonne partie sur la correspondance diplomatique. Je pense que ça oui. Oui, on utilise ce document-là à la bibliothèque de l'école. Excellent, voilà. Yeah. Excellent. Amadiba, allez-y. Alors oui, bonsoir, docteur. C'est par rapport au support de cours. Par rapport à Amadi. Par rapport. Amadi, par rapport. Je voulais intervenir sur les supports de cours. Voilà. Est-ce qu'on peut les avoir? D'accord, je vais vous les envoyer. Hein. Ils existent déjà. Voilà, ce que l'autre Aliou a dit, c'est-à-dire par rapport à la notion de... Par rapport à Amadi. Il pense que le 1 là, c'est un article. Et c'est ce qui fonde certains à dire la classe 1, la page 1, la licence 1, alors que le 1 là, c'est un registre numéral ordinal. La chambre 1. On dit la chambre 1. C'est un numéro, c'est le numéro 1. C'est la chambre numéro 1. La page numéro 1. La licence 1. La salle 1. La classe 1. S'il s'agissait d'un article, il serait placé avant le mot auquel il se rapporte, avant le mot qu'il détermine. Donc, ce n'est pas, on dit la classe 1, la licence 1. Allez-y, Zidou, après Chercel. Zidou a des problèmes. Hein. Je pense qu'il est en train de parler, mais on ne l'entend pas. Zidou, vous avez des problèmes avec votre micro, je crois, parce que on voit bien. Bon, j'avais deux questions, mais je pense avoir la réponse à l'une. C'est quand souvent, en correspondance administrative, on dit, par exemple à l'école, quand on convoque une réunion, on dit les personnels administratifs et enseignants sont convoqués en réunion. On ne met pas S à administratif, on ne met pas S non plus à enseignants. Et des fois, ça pose problème aux professeurs de français. Parce que pour eux, quelque part,
il faut mettre SA enseignant et SA administratif. Mhm. Mais tantôt, vous avez montré une situation où on n'a pas besoin de mettre, on ne doit même pas mettre S ni à enseignant, ni à administratif. Parce que c'est deux personnels différents. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit, bon, j'ai un mot pour la réponse. L'autre maintenant. Quels sont les arguments des profs de français? Bon, eux, ils disent il faut faire l'accord. Soit on met les personnels enseignants S, administratif S, ou bien on met le personnel enseignant et le personnel administratif. Souvent, c'est ce qu'ils demandent. Mais c'est la même chose. Au lieu de mettre le personnel enseignant et le personnel on peut mettre les personnels au pluriel et mettre les deux autres au singulier. Très bien, et c'est ce que nous faisons souvent, oui. Ça, c'est possible. Voilà, merci. Maintenant, l'autre question, elle est relative à... J'ai un ami qui dit souvent, c'est le frère A, à Baudou, ou bien c'est la sœur A, à Sou, c'est l'ami A, un cousin, etc. Et je voulais savoir si exactement, ça, c'est du bon français. Au lieu de dire le frère de Baudou, le frère A ou le frère de? Oui, de. Parce qu'il le dit très souvent. Et je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est réellement ce que j'ai à dire ou pas? Je n'y ai jamais réfléchi. Oui. Je ne peux pas répondre immédiatement. Oui. Bon, si vous voulez, je vais emprunter le ni oui ni non. Le ni oui ni non. D'accord. D'après ce que j'en sais, on devrait dire frère de. Maintenant, vous reprenez les recherches et vous nous revenez la prochaine fois. Mais je pense qu'on doit dire le frère de. Merci bien, merci. Je vais faire des recherches, comme on dit. Professeur. Oui. Professeur, par rapport à Par rapport. Donc, oui, donc par rapport à ça, par rapport. Pour faire le fou, hein, pour faire le fou. Hein? Donc, à cet égard, c'est le mari A. Non, ce que je dis, c'est que je suis dans l'impossibilité d'y répondre. Diallo. Oui. Diallo, je suis dans l'impossibilité. Ce que je veux dire, oui, je voudrais apporter une réponse à votre... Ah, d'accord, allez-y. Voilà. Donc, les expressions, c'est le frère A, c'est le mari A, c'est le cousin A, relèvent plutôt du français. Du français? Du français oral. C'est très usuel dans le français oral qui est très vivant, tout ça. Mais pour ce qui est du français conventionnel, on dit c'est le frère de. Donc, c'est la préposition de qui est attributive, quoi. Donc, il ne s'agit pas de dire le frère A. Ça, c'est le relâchement langagier. Merci beaucoup. OK. Merci, Diallo. On se contente d'abord de la réponse formulée par Diallo, qui me semble très juste. Voilà. Mais moi-même, je vérifierai pour corroborer un peu ce qu'il a dit. Voilà. Merci. Mais je préfère être prudent moi-même. En tout cas, je me contente de ce que vous dites, mais moi-même, je n'ai pas un avis particulier. Parce que je n'ai jamais fait de recherche dans ce sens. Je n'y ai jamais réfléchi. Je demande quelques personnes. Il avait dit, exemple, il m'avait dit de dire à celui qui le demanderait et non pas à celui qui demanderait après lui. Demander après, ce n'est pas du bon français, ça ne se dit pas. On dit demander quelqu'un. Mais dans merci de et merci pour, les deux formes sont acceptées. Les deux formes sont acceptées. Mais en bon français, on dit merci de. Je vous remercie des compliments formulés à mon égard. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi, etc. Mais certains livres de grammaire font la différence entre merci de et merci pour. Pour ce livre de grammaire, merci pour s'emploie quand on veut obtenir une certaine attitude, quand on veut obtenir une attitude de quelqu'un. Par exemple, je dois prendre la parole en public et je veux que ce public soit attentif à ce que je dirai. Avant même de dire le contenu de mon discours, je dis au public, je vous remercie pour votre attention. C'est-à-dire que je vous remercie si vous faites preuve d'attention
à ce que je dirai. Je vous remercie pour ce que vous voudrez bien faire pour me permettre de réussir. Ça, je sollicite qu'il fasse quelque chose pour me faire réussir, par exemple. C'est comme ça que certains livres grammaire font la différence. Merci pour, c'est pour obtenir quelque chose, une gratitude. Merci de, c'est pour remercier de ce qui est déjà obtenu. Voilà. Mais en bon français, en français soutenu, qu'il s'agisse de quelque chose qu'on veut obtenir ou de quelque chose qu'on a déjà obtenu, en bon français, il est requis de dire merci de. C'est ce que le dictionnaire de l'Académie française dit. On dit merci de. Pour solliciter ou pour formuler des remerciements sur quelque chose qui est déjà obtenu. C'est bon, Fall? Voilà, merci professeur, merci, bonjour tout le monde. C'est juste... De nous fournir des argumentaires et à d'autres qui ont relativisé un peu l'argumentaire de Diallo, également la chose à laquelle on fait allusion. Oui. Oui. Voilà. Cette leçon est là, hein? Je l'avais même préparée. Quelque chose est une locution pronominale qui s'emploie pour désigner une réalité indéterminée, à laquelle le contexte peut apporter une certaine précision. À cause du féminin chose, la locution quelque chose est mise au féminin par la plupart des